Bonjour à tous, alors aujourd'hui nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer pourquoi j'investis sur l'ETF Inde et pourquoi j'investis sur l'Inde de manière générale dans le PEA. Il s'agit de la dernière vidéo des séries pourquoi j'investis sur que ce soit actions ou ETF puisque on a vu un petit peu l'ensemble du portefeuille, du moins on aura vu l'ensemble avec cette vidéo. Dans cette vidéo on va voir une première partie où je vais essayer de vous expliquer mes convictions sur l'Inde, pourquoi je pense que ça a un bel avenir économique, de croissance économique et de croissance boursière. Ensuite, on va aussi voir l'ETF PINR en détail, l'ETF Amundi PEA Inde, sur ses forces et faiblesses. Alors, la première des choses dont je veux mentionner, c'est que l'anglais est la deuxième langue officielle de l'Inde. C'est quelque chose de hyper important. Pourquoi? Parce que ça fait que énormément d'Indiens se sont retrouvés aux États-Unis, que ce soit pour étudier, pour travailler, et ça facilite, si vous voulez, les Indiens à s'intégrer aux USA, hein, qui est, pour rappel, la première puissance économique mondiale. L'Inde, c'est chaque année 1,5 million d'ingénieurs formés, donc une belle croissance au niveau des ingénieurs et de la dynamique du travail au niveau du pays. Ce qui est également très intéressant à remarquer, c'est qu'on a vraiment pas mal d'Indiens qui se retrouvent à la tête de géants américains, principalement dans la tech, avec Sundar Pichai, Satya Nadella, Shantanu Narayan et Arvind Krishna. Si vous ne les connaissez pas, hein, c'est Sundar Pichai, directeur général de Google, rien que ça. On a aussi Satya Nadella qui est PDG chez Microsoft, donc deuxième plus grosse boîte au monde, donc c'est juste énorme. Shantanu Narayan qui est PDG de chez Adobe aussi, donc, toujours dans la technologie de l'information, et Arvind Krishna qui est PDG de chez IBM. Donc ce qu'on peut observer, c'est que finalement les Indiens sont à la tête des plus grosses boîtes américaines et ils sont principalement sur tout ce qui est des boîtes technologiques. Mais voilà, on peut vraiment, ça c'est un exemple parmi les plus grosses boîtes, mais on peut vraiment constater qu'il y a énormément d'Indiens qui sont aux États-Unis. Et qu'est-ce que ça peut amener? Ça peut amener des Indiens qui cherchent, qui ont fait fortune ou qui ont fait une belle croissance économique aux États-Unis, peuvent réinvestir en Inde et éventuellement contribuer au développement économique de leur pays d'origine. Ce qui est intéressant à noter également au niveau de l'Inde, c'est qu'ils sont passés premier mondial en termes de population. On a une population qui a eu une croissance vraiment très importante. La Chine également, mais l'Inde encore plus que la Chine. Et ce qui est vraiment très intéressant en Inde également, c'est que plus de 50% de la population a moins de 25 ans et plus de 65% a moins de 35 ans. Ça c'est en 2020. L'âge moyen d'un Indien est de 29 ans, contre 37 ans pour la Chine et 48 ans pour le Japon. La Chine, qui est un concurrent de l'Inde, a une population qui est beaucoup plus vieillissante, donc c'est qui propose plus une menace pour une croissance économique et boursière long terme, et 48 ans pour le Japon. Le Japon, bon, c'est l'Occident, donc c'est un petit peu différent. Au niveau du PIB, donc là on compare par rapport à deux pays intéressants, le Brésil qui fait partie des BRICS, pour voir par rapport à un autre pays qui est en voie de développement, et le Canada qui est un pays considéré comme déjà développé. On peut observer que depuis à peu près 2010, l'Inde surclasse les deux pays, que ce soit en termes de PIB nominal, mais aussi en termes de taux de croissance. Vraiment, il a explosé les deux autres pays, que ce soit un pays de développement, en voie de développement, et un pays développé. Un taux de croissance assez énorme, c'est bien, mais l'Inde aussi, en plus d'avoir un taux de croissance exceptionnel, est top 5 des pays par PIB.
Donc une croissance exceptionnelle et en même temps une place dans le classement qui est exceptionnelle. Moi je trouve que c'est plus facile d'avoir un taux de croissance du PIB si, haut si on est bas dans le classement, et là on est quand même dans le top 5 et on a une très belle croissance du PIB. Donc c'est hyper intéressant. Encore une fois, on va comparer un taux de croissance du PIB par rapport à différents pays. On a les États-Unis et le Pakistan. Alors les États-Unis, c'est la plus grosse puissance mondiale, évidemment. Donc c'est compliqué d'avoir un taux de croissance élevé, dû au fait qu'ils sont littéralement un PIB qui est énorme. Et le Pakistan, lui, a un PIB qui est assez faible. Donc il pourrait avoir un taux de croissance élevé, mais on peut voir que voilà, l'Inde, si vous voulez, c'est un petit peu le bon compromis entre les deux. On a un taux de croissance hyper élevé par rapport au PIB du pays, hein, parce que le PIB de l'Inde, il est beaucoup plus gros que celui du Pakistan, mais on a une croissance qui est beaucoup plus élevée dans tous les cas. Donc voilà, ça représente quand même une opportunité. Ce qu'on peut observer également, donc là j'ai pris taux de croissance annuel du PIB sur le G20. Donc le G20 c'est quand même les plus grosses puissances du monde. En 2024, donc là on peut voir que l'Inde est premier avec la Chine à 5,4%. Alors, en ce moment, c'est ça qui est difficile pour le marché, c'est qu'on a une croissance qui est moins haute que celle prévue. Mais 5,4%, on reste toujours parmi les premiers. Donc le marché le voit un petit peu comme une menace, c'est pour ça qu'en ce moment on a une baisse sur l'Inde, et c'est là où moi j'y vois une opportunité. Alors là on peut voir la croissance annuelle du PIB de l'Inde sur un historique plus long, depuis environ les années 60. Et voilà, là on peut observer quand même que toujours, hein, en ce moment, on a une croissance du PIB qui reste assez élevée, hein. On a eu une petite chute pendant le Covid, mais depuis le Covid, voilà, 9,69%, c'est énorme. On reste toujours sur des taux de croissance qui sont extrêmement élevés. Maintenant, on va passer au PINR, donc l'Amundi PEA Inde, disponible sur, comme son nom l'indique, PEA. Alors, au niveau de l'encours sous gestion, on est sur du 87 millions, qui est assez faible par rapport aux autres ETF qui sont connus comme le S&P 500, etc., mais qui reste quand même un encours sous gestion correct. Ce qui est beaucoup moins correct et qui est une vraie menace, je trouve, c'est les frais de gestion qui sont de 0,85%, c'est énorme par rapport aux autres ETF. Mais moi, voilà, ça m'empêche pas d'investir dessus. Mais c'est un peu ce qui me donne une forme de réticence à investir énormément sur l'Inde. L'Inde, alors, donc c'est au niveau de cet ETF, un ETF par réplication synthétique, évidemment, sinon ce ne serait pas disponible via PEA. Il est composé de 156 entreprises, donc, de larges et moyennes entreprises. Donc la répartition par secteur, on a beaucoup de secteurs finance, technologie de l'information, donc la tech, et biens de consommation cyclique. Au niveau des performances, hein, sur 5 ans, depuis le Covid, on a une très belle performance, 71,74%, sachant qu'on n'est pas au plus haut, on a un plus haut à 98%, enfin 83% sur l'ETF en question. Donc voilà, c'est quand même une performance qui est très convenable. Sur 10 ans, on peut observer qu'il y a eu une période où c'était assez plat, mais je trouve que depuis le Covid, il y a vraiment une belle dynamique au niveau de l'Inde. Donc au niveau de l'Inde, voilà, c'est éligible PEA. Ce que je voulais aussi vous montrer, c'est les taux de rendement annualisés au niveau de l'ETF. Donc sur 5 ans, on est à 9,6%. Donc c'est intéressant pour un pays qui est non occidentalisé, dans le sens où ça permet d'avoir une belle diversification géographique, puisque j'estime que en Occident, c'est les États-Unis qui vont battre tout l'Occident en termes de performance boursière dans les prochaines années, et ça me permet un petit peu de me diversifier, parce que parmi les BRICS, honnêtement, je trouve que celui qui a le meilleur potentiel de croissance boursière
c'est l'Inde. On va les reprendre un par un, hein. Et voilà, on a vu que le Brésil, en termes de croissance, c'est pas terrible. La Russie, en ce moment, c'est très compliqué avec tous les embargos qu'il y a. Je pense pas forcément que ça soit une économie florissante dans les prochaines années. La Chine, on a le problème de vieillissement de la population qui est un gros problème, mais surtout, moi ce qui me dérange, c'est qu'en termes boursiers, hein, c'est pas un pays aussi capitaliste que l'Inde. Donc très gros point rouge pour moi, même point noir au niveau de l'investissement en Chine. Et South Africa, Afrique du Sud, ça m'intéresse pas du tout. Et puis c'est pas disponible dans le PEA. Donc pour moi, parmi les BRICS, donc les pays non occidentalisés, c'est vraiment l'Inde qui en ressort avec les meilleures perspectives de croissance. Et voilà, donc on va voir un petit peu le graphique du PINR. Sur 5 ans, on est sur du 60% ici, donc c'est relativement correct. Et sur un an, on peut voir que on a eu une belle baisse par rapport au plus haut. On est environ sur du moins 13, moins 14%. Donc moi, j'en ai profité pour recharger, hein, c'est celui sur lequel j'ai le plus rechargé. De toute façon, vous allez le voir quand je ferai le récap du mois de février sur le PEA. Je renforce énormément pour plusieurs raisons. La première, c'est que ça fait longtemps que j'avais l'ETF indien en visuel, mais je le trouvais assez cher. Et la deuxième raison, c'est que, c'est mon point de vue, j'estime que c'est bien d'avoir entre 5 à 15% de mon portefeuille exposé sur l'Inde. Pas plus parce que, comme on l'a vu, j'ai une grosse conviction, une plus grosse conviction sur les US, mais ça permet une belle diversification et j'étais en dessous des 5%, donc ça m'a permis de rentrer dans mon objectif. Voilà, donc c'en est fini pour cette vidéo. Donc voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que voilà, en ce moment, je trouve que c'est une belle opportunité d'investir sur l'Inde. Voilà tout. Je tiens quand même à rappeler que cette vidéo n'est pas un conseil en investissement, c'est vraiment mes convictions, mon point de vue que je cherche à vous montrer et à vous exposer. C'est aussi un journal de bord pour moi, hein. Dans quelques années, je pourrais revenir sur cette vidéo et voir comment ma méthode de pensée, c'est toujours intéressant de revenir et de voir comment je réfléchissais à telle période. Voilà, sur ce, c'est fini pour cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt donc pour le bilan de février sur le PEA. Bonne journée, ciao.